De ma part. Fred. Elle quitta la concession, luttant contre le tourbillon de questions dans son esprit. Son premier instinct fut d'appeler Hush et d'exiger une explication, mais elle se rappela à quel point il avait été maussade ces derniers temps lorsqu'elle l'interrogeait sur ses allées et venues ou ses affaires. Elle ne voulait pas déclencher une nouvelle dispute, ni remettre en question sa confiance en lui trop hâtivement. Elle essaya de se raisonner, se disant que peut-être il avait stocké la voiture chez un ami pour une raison quelconque. Peut-être un rendez-vous de nettoyage de dernière minute ou quelque chose du genre. Pourtant, en conduisant, la pensée qu'il pourrait cacher quelque chose la rongeait. Le problème était qu'elle n'avait pas encore de preuves tangibles. Tout au long du week-end, elle remarqua la fréquence à laquelle Hush quittait la maison, offrant de brèves explications sur des questions urgentes. Il recevait des appels téléphoniques à voix basse et se retirait dans une autre pièce pour y répondre. Le dimanche soir, elle se surprit à faire défiler les réseaux sociaux, l'esprit agité. Elle vit une photo postée par l'un des cousins d'Hush, montrant Hush dans un salon avec un groupe d'amis, tous riant de bon cœur. Dans le coin de cette photo, il y avait un aperçu flou des phares d'une voiture de luxe. Ce n'était pas une preuve définitive que c'était la voiture qu'elle lui avait offerte, mais la possibilité la mettait mal à l'aise. Pourquoi avait-il dit qu'il rencontrait un client alors qu'il semblait être en train de socialiser? Cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés, elle aborda prudemment le sujet. « Hush, est-ce que tout va bien? Tu sors beaucoup ces temps-ci, même après que je t'ai acheté la voiture. As-tu eu l'occasion de la conduire encore ?» Il se raidit. « Je n'ai pas eu beaucoup de temps, répondit-il, éteignant la lampe de chevet. Les affaires reprennent, tu sais comment c'est. Tu as dit que tu me montrerais comment elle se comporte sur l'autoroute, insista-t-elle, laissant sa voix s'évanouir doucement. Je pensais que peut-être le week-end prochain, nous pourrions aller faire un tour. Il se tourna vers elle dans l'obscurité. Bien sûr, dit-il, lui plantant un baiser sur le front. Laisse-moi passer cette semaine chargée, et nous le ferons. Elle remarqua qu'il ne mentionna pas avoir récupéré la voiture, ni n'expliqua pourquoi elle n'était pas garée dans leur garage. Mais plutôt que de pousser plus loin et de risquer une dispute, elle se força à accepter sa vague assurance. Le sommeil vint lentement, alors que les doutes tournaient dans son esprit. Quelque chose avait-il changé entre eux si radicalement qu'il lui mentirait au sujet de la voiture? Elle l'avait toujours connu franc. Bien que les temps aient changé, et qu'il eût visiblement changé aussi. Le lundi matin arriva avec un sous-courant de tension. Suzanne avait une réunion importante à son bureau mais se sentait distraite. Pendant le déjeuner, son ami et collègue, Ifeoma, remarqua sa mélancolie. Ifeoma insista doucement, « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? La semaine dernière, tu étais au sommet du monde, célébrant ton anniversaire. Maintenant, tu as l'air d'avoir le poids du monde sur les épaules. » Suzanne hésita, puis confia à voix basse, « J'ai acheté une voiture à Hush pour notre anniversaire. Je suis allé à la concession pour confirmer quand ils la livreraient, et ils ont dit qu'ils l'avaient déjà récupérée. Mais je n'ai pas vu la voiture à la maison. Ils n'en parlent pas. C'est étrange. » Ifeoma fronça les sourcils. « C'est suspect. Lui as-tu demandé directement pourquoi elle n'est pas à la maison? » Suzanne soupira. « J'y ai fait allusion. Il l'a écarté, disant qu'il était occupé. Je ne veux pas trop fouiner. Je ne veux pas être cette femme qui rabâche. Mais mon instinct me dit que quelque chose ne va pas. » Ifeoma tendit la main vers celle de Suzanne. « Tu ne rabâches pas juste parce que tu veux de la transparence. 10 ans de mariage. Il devrait être ouvert avec toi. Tu as tout à fait le droit de savoir ce qui se passe. » Ragaillardie par la préoccupation de son ami, Suzanne envisagea de presser Hush pour obtenir des réponses ce soir-là. Mais quand elle rentra chez elle, il était déjà parti. Une note sur la table de la salle à manger disait « Parti en ville pour une rapide réunion d'affaires. De retour dans 2 jours. » La frustration se mêla à l'inquiétude, lui laissant l'appétit vide. Elle s'assit dans le salon, son esprit faisant défiler les pires scénarios. Jouait-il? Avait-il vendu la voiture? Y avait-il eu un accident? Ou y avait-il quelqu'un d'autre? Elle passa la nuit éveillée, cherchant sans relâche dans sa mémoire les signes qu'elle aurait pu ignorer. Des relevés de cartes de crédit inhabituels, des appels téléphoniques secrets, des changements soudains de routine. Chaque souvenir qu'elle rappelait semblait anodin à l'époque. Jusqu'à maintenant,
où il semblait être des pièces d'un puzzle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle était en train d'assembler. À la fin de cette nuit tumultueuse, elle résolut de rester calme et de rassembler des preuves plutôt que de lancer des accusations à l'aveuglette. Elle ne se doutait pas que les preuves, dans tous leurs détails choquants, allaient bientôt se présenter d'une manière qui validerait ses soupçons au-delà de tout doute. Le jour de l'événement caritatif très médiatisé de Suzanne se leva lumineux et clair. Malgré son tumulte personnel, elle était déterminée à se concentrer sur la cause philanthropique qui lui tenait à cœur, soutenir les femmes défavorisées dans les communautés rurales. Le lieu était un domaine jardin luxuriant à la périphérie de la ville. En milieu de matinée, les traiteurs s'affairaient à dresser des tables chargées de canapés colorés, tandis que les bénévoles arrangeaient les articles donnés pour la vente aux enchères. Suzanne elle-même portait une robe Ankara sur mesure qui mélangeait mode moderne et imprimé traditionnel nigérian. Elle se déplaçait avec grâce parmi le personnel, donnant les dernières instructions. S'il y avait une chose dont elle était fière, c'était sa capacité à maintenir son sang-froid dans les lieux publics, quelles que soient ses tempêtes privées. Alors que les heures s'écoulaient vers l'heure officielle de début de l'événement, les invités commencèrent à arriver. Mondains, magnats des affaires, philanthropes et célébrités occasionnelles. Les flashs des appareils photo scintillaient, capturant la grandeur de l'événement. Pourtant, même au milieu de la foule animée, l'esprit de Suzanne était en partie ailleurs. Elle se demandait si Hugues se présenterait. Il avait promis d'assister, mais étant donné sa récente indisponibilité, elle ne se faisait pas d'illusions. Néanmoins, elle essaya de rester concentrée sur l'accueil de ses invités, souriant pour les photographes et défendant les causes qui lui tenaient à cœur. Une agitation soudaine près de l'allée attira l'attention de tous. Les têtes se tournèrent et des murmures parcoururent les invités. Intriguée, Suzanne s'excusa et se dirigea vers l'entrée. Là, brillant sous le soleil de midi, se trouvait la voiture de luxe exacte qu'elle avait achetée. Une machine noire élégante avec des vitres teintées et des jantes étincelantes. Une petite foule s'était rassemblée autour, admirant ses contours parfaits. Le cœur de Suzanne bondit. Finalement, la voiture était là. Elle se précipita en avant, s'attendant à voir Hugues sortir. Au lieu de cela, son souffle se coupa lorsqu'une femme grande et élégante sortit de la portière côté conducteur. Elle portait une robe moulante, assortie à des talons hauts qui claquaient dramatiquement sur le pavé. Ses cheveux tombaient en vagues en cascade, et sur ses lèvres, un rouge à lèvres rouge audacieux, incarnant la confiance. En quelques instants, Suzanne la reconnut comme la femme qu'elle avait vue sur quelques photos de réseaux sociaux aux côtés du cercle d'amis d'Hugues. Amara. Le nom résonna comme un murmure d'avertissement dans son esprit, bien qu'elle ne l'ait jamais officiellement rencontré. Amara rayonnait face aux spectateurs médusés. N'est-ce pas fabuleux? Se vanta-t-elle, posant une main possessive sur le capot de la voiture. Un cadeau de mon homme. Il vient de me l'acheter. Ces mots frappèrent Suzanne comme un éclair. Le cœur battant la chamade, elle força un sourire posé et s'approcha. Bienvenue, la salua-t-elle, offrant un petit hochement de tête. Je suis Suzanne, l'hôtesse de l'événement d'aujourd'hui. Amara lui jeta un regard dédaigneux, dissimulant à peine son arrogance. Amara, répondit-elle. Elle reporta son attention sur les curieux, glissant une main sur la surface brillante de la voiture. Vous pouvez tous jeter un coup d'œil. Elle est faite sur mesure. Les spectateurs murmurèrent leur appréciation, certains prenant des photos rapides. Suzanne sentit une vague de colère chaude monter en elle. C'était sa voiture, payée avec son argent durement gagné, destinée à être un geste d'amour pour son mari. Pourtant, la voilà, conduite à son événement caritatif par une récipiendaire autoproclamée. Au milieu du brouhaha, des bribes de la vantardise d'Amara lui parvinrent aux oreilles. Il m'a dit que l'argent n'était pas un problème. Nous prévoyons de partir en escapade romantique bientôt. Le moteur est de première qualité. Après tout, mon homme a un goût exquis. Suzanne serra les poings. Elle n'était pas du genre à faire une scène, surtout pas lors d'un événement caritatif qu'elle avait travaillé si dur à organiser. Rassemblant toute la grâce en elle, elle força sa voix à rester calme. Vous devez être très spécial pour que quelqu'un vous fasse un cadeau aussi généreux, dit-elle, feignant soigneusement l'ignorance. Amara inclina le menton vers le haut avec fierté. Il me gâte juste, dit-elle avec un petit mouvement de tête. Vous savez comment c'est quand un homme est fou amoureux. Il a promis que nous allions bientôt vivre la grande vie. L'esprit de Suzanne s'emballa. Hugues était allé au-delà de la simple infidélité.
Il avait utilisé son propre cadeau d'anniversaire pour parader avec une autre femme. Malgré la fureur qui bouillonnait sous son extérieur posé, Suzanne afficha un sourire. « Voulez-vous vous asseoir à l'intérieur avant que l'événement ne commence? Peut-être prendre des rafraîchissements. » Amara secoua la tête avec une politesse feinte. « Non merci. Je vais me mêler aux invités. Je veux leur montrer à quoi ressemble une vraie voiture. » Sur ce, elle dépassa Suzanne en se dirigeant vers le jardin. Suzanne la regarda s'éloigner, sa posture rayonnant d'assurance. De chaudes larmes menaçaient de brouiller sa vision, mais elle se força à rester stoïque. Elle sentait les regards des invités curieux sur elle. En tant qu'hôtesse, elle devait maintenir son sang-froid. Pendant le reste de l'événement, Suzanne maintint une façade polie, accueillant les donateurs, les guidant vers la zone de vente aux enchères et s'assurant que tout se déroulait sans accroc. Pourtant, dans un coin de son esprit, chaque instant était électrique à cause de la connaissance qu'Amara, la maîtresse de son mari, exhibait son cadeau volé. La tension montait chaque fois qu'elle apercevait Amara en conversation avec d'autres invités, ou chaque fois que quelqu'un la complimentait sur la nouvelle voiture. C'était un mélange troublant d'embarras, de rage et d'une étrange forme de chagrin. À mi-chemin de l'événement, Suzanne se glissa dans un couloir latéral. Elle avait désespérément besoin d'un moment seul pour digérer le choc. Appuyée contre le mur, elle ferma les yeux et prit de profondes respirations calmes. « Ne craque pas ici, se dit-elle. Pas devant tout le monde. » Son amie proche Ifeoma, qui faisait du bénévolat à l'événement, la trouva là. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, alarmée par la pâleur de Suzanne. Suzanne l'éloigna de la foule. Parlant à voix basse et pressée. « Cette femme, dit-elle, la voix tremblante. Amara. Celle avec la voiture de luxe noire. C'est la maîtresse d'Huche. Et cette voiture? C'est celle que je lui ai achetée pour notre anniversaire. » Les yeux d'Ifeoma s'écarquillèrent d'incrédulité. « Es-tu sérieuse ?» siffla-t-elle, indignée. « Comment ose-t-elle se montrer ici, de tous les endroits? Je n'ai aucune idée de comment elle a découvert cet événement ou pourquoi elle est venue. Mais elle la promène ouvertement comme si... » La voix de Suzanne se brisa alors que la colère l'inondait. Ifeoma regarda autour d'elle. L'inquiétude gravée sur son visage. « Écoute, c'est un événement public. Tu ne peux pas simplement la mettre dehors sans faire de scène. Cela pourrait nuire à l'œuvre de bienfaisance. Mais c'est inacceptable. Que veux-tu faire ?» Redressant sa posture. Suzanne expira lentement. « Je vais rester calme, décida-t-elle. Agir comme si je n'avais aucune idée de qui elle est vraiment. Je ne la laisserai pas saboter l'événement. Mais j'ai besoin de savoir chaque détail qu'elle divulgue sur sa relation avec Huche. Si elle veut parler, laisse-la faire. Je vais écouter et prendre des notes, au sens figuré. » Ifeoma hocha la tête. De l'admiration dans son regard. « Tu es forte, Suzanne. Traversons cette journée. Et ensuite, nous nous occuperons d'Huche et de ses bêtises. » Suzanne esquissa un petit sourire reconnaissant. Elle se ressaisit ensuite, sortant de ce couloir avec une détermination renouvelée. Au cours des 2 heures suivantes, elle garda un œil discret sur Amara. Parfois, elle entendait des bribes de conversation qui lui retournaient l'estomac. Amara mentionnait que son homme lui achetait des cadeaux, planifiait des voyages exotiques et pourrait bientôt conclure un gros contrat. Chaque phrase lui semblait un coup personnel. Mais Suzanne refusait de céder à la colère. Elle se forçait à sourire pour les caméras, à accueillir les VIP et à prononcer un discours sincère sur l'importance de l'autonomisation des femmes dans les zones rurales. À la fin de l'événement, la collecte de fonds avait dépassé ses objectifs, et Suzanne reçut d'abondants éloges pour ses compétences impeccables en matière d'accueil. Cependant, sous les applaudissements et les poignées de main, son monde personnel s'effondrait. Au moment où le dernier invité partit, Suzanne s'effondra sur une chaise. Ses jambes étaient faibles. Sa force émotionnelle épuisée. Elle avait survécu à l'événement sans perdre publiquement son sang-froid, mais une tempête d'émotions faisait rage en elle. Avant de partir, Amara offrit un adieu moqueur. « Bel événement, dit-elle, pressant ses lèvres brillantes en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Dis bonjour à ton mari de ma part si tu le vois avant moi. » À cet instant, Suzanne voulut révéler la vérité. Voulut affronter Amara, criant que c'était elle, Suzanne, qui possédait la voiture,
et Kush n'était rien d'autre qu'un utilisateur trompeur. Mais elle ravala sa fureur, répondant au regard suffisant d'Amara par un hochement de tête neutre. « Merci d'être venu, dit-elle, sa voix soigneusement mesurée. Alors qu'Amara s'éloignait d'un air dédaigneux vers la voiture et s'en allait à toute vitesse, l'esprit de Suzanne s'emballait face à la gravité de sa découverte. Tout ce qu'elle soupçonnait était maintenant confirmé, Hush avait une liaison, et il était allé jusqu'à utiliser son cadeau d'anniversaire pour séduire sa maîtresse. L'amertume de la trahison lui brûlait la gorge. Mais au milieu du chagrin, une détermination d'acier commença à se former. Elle ne serait pas une victime dans son propre mariage. Elle ne laisserait pas la tromperie briser sa dignité. Et ainsi, avec l'adrénaline de la blessure encore dans ses veines, elle jura tranquillement de découvrir l'étendue complète de l'infidélité d'Hush, et de s'assurer que lui et Amara feraient face aux conséquences de l'avoir sous-estimé. Pendant des jours après l'événement caritatif, Suzanne rejoua la rencontre dans son esprit, chaque souvenir alimentant sa colère et sa détermination. L'image d'Amara sortant de sa voiture offerte, l'exhibant comme un trophée, était gravée dans sa mémoire. Mais peut-être la partie la plus exaspérante était l'arrogance avec laquelle Amara discutait de son homme. La façon dont elle étalait l'affaire si effrontément. Refusant d'engager Hush dans une confrontation ouverte pour l'instant, Suzanne décida de poursuivre son travail comme si rien n'avait changé. Elle allait au bureau, supervisait les prochaines initiatives de son œuvre de bienfaisance et dînait tranquillement à la maison chaque soir. Hush était souvent absent, lui fournissant un méli-mélo d'excuses sur des réunions à l'extérieur de la ville et des crises d'affaires urgentes. Elle feignait une acceptation polie, le laissant croire qu'elle ne se doutait de rien. En arrière-plan, elle élabora un plan. Elle n'était pas stupide. Son expérience professionnelle impliquait la gestion de budget et la lecture d'états financiers. Maintenant, elle utiliserait ses compétences analytiques aiguisées pour retracer les activités d'Hush. Au cours d'une semaine, elle utilisa des tactiques subtiles pour recueillir des informations. De vieux reçus, des relevés bancaires, des journaux d'appels téléphoniques. Chaque fois qu'Hush laissait son téléphone sans surveillance, elle résistait à la tentation de faire quoi que ce soit de trop évident. Au lieu de cela, elle attendait qu'il soit sous la douche ou qu'il soit complètement sorti de la maison pour vérifier les messages suspects. Ce qu'elle trouva confirma ses soupçons. Des échanges de textes avec un certain A, des messages vocaux faisant allusion à des rendez-vous dans des hôtels haut de gamme, même des reçus en ligne pour des cadeaux et des dîners coûteux. Bien que le nom d'Amara ne soit jamais mentionné directement, il y avait suffisamment de références à Maren et notre avenir pour ne laisser aucun doute. Les journaux d'appel contenaient également plusieurs appels vers ce même numéro, souvent à des heures inhabituelles. Un soir, sous prétexte de travailler tard au bureau, Suzanne se rendit en voiture dans un restaurant exclusif qu'Amara avait mentionné à l'événement caritatif. Elle se glissa à l'intérieur, balayant les tables du regard jusqu'à ce qu'elle les repère, Hush et Amara, assis près du fond dans un coin confortable, sirotant un vin cher. Ils ressemblaient à n'importe quel couple ordinaire profitant d'un dîner romantique. La fureur bouillonnait dans la poitrine de Suzanne, mais elle se contenta de regarder de loin, prenant des photos discrètes avec son téléphone. Preuve. C'était ce dont elle avait besoin. Au cours des jours suivants, elle amassa davantage de preuves. Réservation d'hôtel au nom d'Hush avec un invité supplémentaire, frais de carte de crédit qui correspondaient aux publications d'Amara sur les réseaux sociaux où elle montrait de nouveaux achats. Suzanne consulta également un détective pour discuter des possibilités de recueillir d'autres preuves d'une manière qui serait valable devant les tribunaux si elle en avait besoin pour un règlement de divorce. Le détective l'assura qu'avec l'empreinte numérique qu'elle possédait déjà, elle était sur un terrain solide. Un après-midi, alors qu'elle organisait méthodiquement ses dossiers incriminants, un appel arriva sur son téléphone. C'était un avocat, un ami de la famille respecté spécialisé en droit matrimonial. Suzanne expliqua sa situation à voix basse. « Je voudrais me préparer à tous les scénarios juridiques possibles, dit-elle, sa voix tremblant légèrement, trahissant la façade de calme qu'elle avait essayé de maintenir. La voix de l'avocat était apaisante mais ferme. « Vous prenez les bonnes mesures. Rassemblez tout. Ne l'affrontez pas hâtivement et ne laissez pas vos émotions vous pousser à une action irréfléchie. Au Nigeria, la division des biens peut être compliquée Silène. Bonjour la famille, tente avec des histoires pleines de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela représente beaucoup pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez pendant que nous plongeons dans l'histoire.
Suzanne se tenait devant le miroir de sa chambre spacieuse, ajustant la délicate dentelle de sa robe d'anniversaire. Le soleil de l'après-midi filtrant à travers les rideaux projetait une lueur chaude sur ses traits, révélant à la fois l'excitation et l'anticipation nerveuse dans ses yeux. C'était son 10e anniversaire de mariage, une étape qu'elle avait autrefois imaginé commémorer avec des amis proches, sa famille, et surtout, son mari, Huche. Elle tendit la main vers la broche scintillante sur la commode, un cadeau de sa défunte mère, et l'épingla près de son épaule. C'était un petit gage de la bénédiction de sa mère, un rappel de l'amour et de la résilience qu'elle portait dans son cœur. Leur maison, un duplex meublé avec goût dans un quartier serein de Lagos, témoignait de près d'une décennie de rêves partagés. Suzanne se souvenait encore des débuts de leur mariage. De petites disputes sur les finances, la lutte pour établir la nouvelle entreprise d'Huche, et la dévotion qu'elle mettait à construire une vie qu'elle croyait sécurisée et remplie d'amour. Elle travaillait sans relâche dans son emploi au sein d'une multinationale, offrant son salaire comme un pilier pour compléter les revenus imprévisibles d'Huche. Chaque fois qu'il s'inquiétait de payer le loyer de sa boutique ou de payer ses employés, elle lui transférait discrètement des fonds pour sauver la mise. Beaucoup de nuits se terminaient par une prière murmurée pour des jours meilleurs, pour que la tempête d'incertitude passe. Finalement, ces jours meilleurs semblaient être arrivés. Au cours des dernières années, les fortunes d'Huche avaient grimpé en flèche. Son entreprise, spécialisée dans les pièces détachées automobiles, était devenue rentable. Ils ne se souciaient plus du loyer. Ils avaient même acheté un terrain en dehors de la ville. Avec le temps, ils y avaient construit une maison imposante d'élégance, bien que ces grandes pièces semblent vides sans les enfants qu'ils avaient espérés. L'absence d'enfants avait été une douleur silencieuse dans le cœur de Suzanne, mais elle choisissait d'y voir une raison de déverser ses instincts maternels et ses soins sur Huche et leurs objectifs communs. Pour marquer cette 10e année de mariage, elle avait passé une année entière à planifier une surprise. Elle avait économisé avec diligence, assumant des responsabilités supplémentaires à son travail, dirigeant de plus grands projets et renonçant au luxe personnel. Le résultat. Une voiture de luxe étincelante qu'Huche avait admirée chaque fois qu'il passait devant la concession. Il s'était assis un jour à l'intérieur d'un modèle d'exposition, et elle se souvenait comment son visage s'était illuminé, comme un garçon le matin de Noël. Maintenant, grâce à sa planification minutieuse, elle était officiellement à lui. En fin d'après-midi, Suzanne descendit pour vérifier les décorations dans le salon. Une petite table était dressée près des portes vitrées donnant sur leur jardin. Dessus, un album photo présentant des images de leur mariage traditionnel était ouvert. Leur portrait de mariage, agrandi et encadré, trônait au centre. Les oranges et or vifs de leur tenue traditionnelle brillaient même sur la photographie. Elle fut frappée par leur jeunesse et leur espérance, deux rêveurs au seuil d'un long voyage ensemble. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. L'heure à laquelle Huche avait promis de rentrer approchait. Ils avaient convenu d'une célébration de dîner privé, juste deux. Elle révélerait enfin le cadeau après leur repas. Mais en faisant défiler ses messages, elle remarqua un texte d'Huche, « Le travail est fou. Je serai en retard, ma chérie. » La déception s'installa dans sa poitrine. Elle prit une profonde inspiration, essayant de dissiper le sentiment lancinant d'anxiété. Ce n'était pas la première fois que le travail interférait avec leurs plans, et elle connaissait les exigences de la gestion d'une entreprise prospère. Pourtant, elle avait désespérément voulu que cette soirée soit parfaite. Elle se retrouva à se remémorer la nuit où elle était restée debout, l'attendant pour qu'il revienne de ses soi-disant urgences professionnelles. Bien que sa confiance en lui fût forte, construite sur des années de compréhension, récemment, de petits doutes avaient commencé à bouillonner sous la surface. « Madame, avez-vous besoin d'aide pour autre chose ?» Busy, la jeune femme de ménage, s'approcha timidement. Busy s'était affairée dans la cuisine à préparer un somptueux repas. Du riz jollof, du poulet poivré et des plantains rôtis garnis d'épices. Des arômes flottaient dans l'air, ravivant les souvenirs des jours plus simples dans leur appartement d'une chambre, où un dîner pour deux serait un régal de soja et de soda. Suzanne esquissa un doux sourire. « Merci, Busy, mais tout semble parfait. Gardons juste la nourriture au chaud jusqu'à l'arrivée d'Huche. » Busy hocha la tête et retourna à la cuisine. Suzanne s'assit sur le canapé moelleux, l'esprit vagabondant. Elle se rappela comment, au début de leur mariage, elle s'était sentie si sûre de l'amour d'Huche. Ils avaient affronté des difficultés financières, mais il la rassurait toujours sur des lendemains meilleurs. Maintenant, ils étaient arrivés à ce lendemain meilleur.
Pourtant, au milieu de la nouvelle maison, des meubles coûteux et des finances stables, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de distance croissant entre eux. Alors que l'horloge tournait, son téléphone resta silencieux. L'obscurité tomba dehors, et les bougies du dîner vacillèrent dans le salon, le seul mouvement dans une maison de plus en plus immobile. Déterminée à ne pas laisser l'anxiété gâcher son jour spécial, elle se leva, se servit un verre de vin et se dirigea vers le garage. Là, sous une housse de protection, attendait la toute nouvelle voiture de luxe, ornée d'un grand nœud rouge. Elle passa la main sur son extérieur lisse, imaginant le visage d'Hugues s'illuminer à la vue. Une partie d'elle espérait que ce grand geste les ramènerait à la proximité qu'ils chérissaient autrefois. Glissant son téléphone dans son sac à main, elle décida d'envoyer à Hugues un rappel léger. « J'attends avec impatience. Ne laisse pas ta femme dîner seule pour notre anniversaire. » Elle appuya sur envoyer et laissa échapper un petit soupir. Dans le silence du garage, ses pensées s'emballèrent. Elle se promit de ne pas laisser l'inquiétude éclipser sa journée. L'amour méritait mieux. Leur amour, après 10 ans, méritait confiance et optimisme, n'est-ce pas? Elle retourna à la maison, remarquant que 2 heures s'étaient écoulées depuis son texte initial. Le repas était toujours sur la table, intact et refroidissant lentement. Busy rafraîchit discrètement les bougies, tout en lançant des regards de sympathie à Suzanne. Finalement, bien après 11 heures du soir, elle entendit le vrombissement de la voiture d'Hugues s'arrêter dans l'allée. Son cœur papillonna avec un mélange de soulagement et de résignation. Lorsqu'il entra, il portait l'odeur du parfum et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait identifier. Peut-être une légère odeur de champagne ou de parfum qui n'était pas le sien. Mais il était tard, et le poids de ses attentes semblait se dissoudre dans une acceptation lasse. Elle sourit doucement, l'embrassa et le guida vers la table. Ils mangèrent un repas tranquille, échangeant des conversations minimales sur la journée de travail d'Hugues, bien que ses explications fussent vagues. Il semblait distrait, vérifiant occasionnellement son téléphone sous la table. Une fois le dîner terminé, elle se leva et lui demanda de la suivre. Dans le garage, elle retira la housse avec un grand geste, révélant la voiture. Les yeux d'Hugues s'écarquillèrent. Pendant un instant, une surprise et une gratitude authentique se lurent sur son visage. Il se retourna pour la serrer dans ses bras. « Suzanne, je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il, presque trop stupéfait pour parler. » Elle se laissa savourer ce moment d'affection. Peut-être que ses inquiétudes étaient déplacées. Peut-être qu'il n'était qu'un homme occupé, préoccupé par ses obligations. En le regardant dans les yeux, elle espérait que ce cadeau servirait à renouveler leur lien, un témoignage de leur passé et de leur avenir partagé. Elle imagina des voyages en voiture, de nouveaux souvenirs et la renaissance de l'affection qui avait défini leurs premières années de mariage. Mais sous son regard plein d'espoir, une vague silencieuse de malaise persistait. Elle ne pouvait expliquer pourquoi, ce soir-là de tous les soirs, elle avait l'impression qu'une tempête se préparait à l'horizon, attendant d'éclater. Une traînée dorée de soleil se glissa à travers les fenêtres du sol au plafond de l'hôtel le lendemain, illuminant les draps blancs moelleux sur le grand lit. Hugues remua, se détournant de la lumière pour éviter d'affronter sa réalité. À côté de lui, étendue dans un abandon langoureux, se trouvait Amara. Une femme aux yeux vifs d'une vingtaine d'années, Amara avait un esprit vif et une ambition encore plus aiguisée. Elle avait attiré le regard d'Hugues il y a des mois lors d'un événement de réseautage organisé par un ami commun. Leur badinage était rapidement devenu flirt, et ce qui avait commencé comme un flirt occasionnel a rapidement évolué en rendez-vous secret. Maintenant, alors qu'il était au lit avec Amara, le souvenir de la nuit dernière à la maison pesait sur lui. La nouvelle voiture scintillante garée dans son garage, un cadeau de Suzanne, la femme qu'il avait soutenue contre vent et marée, lui semblait une manifestation physique de culpabilité. Il se rappela l'éclat sur le visage de Suzanne lorsqu'il était rentré tard, la façon dont elle avait donné ce cadeau avec un amour inébranlable. Un nœud se forma dans son estomac. Amara s'étira et le regarda. « Tu es trop silencieux ce matin, le taquina-t-elle. » Sa voix était douce mais teintée de curiosité. « Je m'attendais à ce que tu sois de bonne humeur, étant donné que nous venons d'obtenir un nouveau jouet avec lequel nous amuser. » Hugues soupira. « Nous devons faire attention, dit-il, passant une main sur sa barbe taillée. Suzanne a travaillé si dur pour m'acheter cette voiture. Elle pense que cela renforcera notre mariage. » Un bref éclair d'agacement traversa le visage d'Amara. « Je ne suis pas à l'aise avec la fréquence à laquelle tu la mentionnes dans nos conversations. »
Je pensais que tu disais que vous étiez pratiquement colocataire maintenant. Plus de passion, juste une routine. Nous le sommes, mentit-il, ou du moins menti partiellement. La vérité était plus compliquée. Une partie de lui se souciait toujours de Suzanne, se souvenant de ses sacrifices. Une autre partie se délectait du frisson de cette relation illicite. Il se sentait déchiré, mais pas assez pour mettre fin à l'une ou l'autre relation. Mais c'est toujours ma femme. Je ne peux pas simplement ignorer cela. Amara se redressa sur un coude. Eh bien, d'après ce que tu m'as dit, elle gagne assez d'argent pour faire des choses comme t'acheter une voiture de luxe. C'est une très grande commodité. Quand tu as dit que tu voulais aller de l'avant une fois que mon père t'aiderait à obtenir ce contrat à Abuja. Si tu obtiens le contrat, nous n'aurons plus à nous soucier du financement, ni de quoi que ce soit d'autre. Hush la regarda, considérant la gravité du plan qu'ils avaient élaboré. Le père d'Amara était un haut fonctionnaire d'une agence gouvernementale, et elle avait promis que, grâce à l'influence de son père, Hush pourrait décrocher un contrat de plusieurs millions de Naira pour son entreprise. Avec ce contrat, il étendrait son entreprise de pièces détachées, atteignant un nouveau niveau de succès. Ensuite, en théorie, il n'aurait plus besoin du soutien financier de Suzanne. Mais la réalité de divorcer d'une femme loyale et intelligente comme Suzanne était plus complexe que les chiffres sur un registre. Amara, sentant son hésitation, passa un doigt le long de son bras. Détends-toi. Pour l'instant, profitons de ce que nous avons. La voiture est là pour que nous nous amusions, et une fois le gros contrat conclu, nous pourrons parler d'une nouvelle vie ensemble. Il esquissa un sourire, bien qu'il n'atteigne pas ses yeux. D'accord. Ne compliquons pas les choses. Le reste de la matinée se déroula comme une fantaisie. Un somptueux petit déjeuner d'hôtel livré à leur suite, de doux bavardages sur les endroits qu'ils visiteraient dans la nouvelle voiture, et la promesse d'un avenir libéré des fardeaux financiers et émotionnels. Hush se surprit à se vanter, un peu inconsciemment, de son sens des affaires. Et si nous allions faire un tour en voiture ce week-end ? Suggéra Amara, drapant un peignoir sur ses épaules alors qu'elle marchait près de la fenêtre. Peut-être un rapide voyage à l'Eki ? Nous pourrions fréquenter des salons haut de gamme, voir des amis et un peu nous exhiber. Hush rit. Tu veux dire te vanter de la voiture que ma femme a payée ? Nous devons être discrets. Les gens parlent, et les rumeurs se répandent vite. Amara haussa les épaules. Je sais me débrouiller. Ce sera juste une apparition discrète. Laissons les gens nous voir ensemble. Qu'ils voient ton succès. Elle sourit coquettement. D'ailleurs, tu mérites d'afficher ce qui est à toi. Il voulut la corriger, dire que la voiture n'était pas exactement sienne dans le sens qu'elle entendait, mais y renonça. La fantaisie avec Amara prospérait sur les illusions. Il ne voulait pas introduire une vérification de la réalité qui pourrait rompre la bulle d'excitation qui les entourait. Plus tard, quand vint le moment pour Hush de se faufiler hors de la suite de l'hôtel, il assura à Amara qu'il viendrait la chercher bientôt pour finaliser quelques courses. La laissant derrière lui dans le cadre somptueux, il entra dans l'ascenseur avec un sentiment de malaise. Il jeta un coup d'œil à sa montre et réalisa qu'il était près de midi. Suzanne se demanderait probablement où il avait disparu. Mais il se dit qu'il pouvait encore concocter une autre histoire. Peut-être une urgence professionnelle ou une crise avec un fournisseur. Dehors, sur le parking, il se glissa dans sa vieille berline. La vue de celle-ci déclencha des émotions contradictoires. Bientôt, il se promènerait dans le luxueux véhicule que Suzanne avait acheté. Pourtant, ce même cadeau l'enchaînait aussi à la toile de tromperie qu'il tissait. Alors qu'il s'éloignait en voiture, il se surprit à répéter des excuses pour Suzanne. Il était devenu doué pour raconter des demi-vérités. Le client a reprogrammé, l'entrepôt a eu une fuite, la batterie de mon téléphone est morte, et ainsi de suite. À chaque nouveau mensonge, il sentait un poids supplémentaire s'installer sur sa conscience. Pendant ce temps, Suzanne était au bureau, rattrapant les tâches qu'elle avait négligées pendant la planification de la surprise d'anniversaire. Pendant sa pause, elle appela la concession pour finaliser la paperasse. Elle espérait que la voiture serait livrée avec style, un petit geste grandiose qui lui permettrait, ainsi qu'à Hush, de partager un moment de célébration. Après avoir échangé des plaisanteries avec l'employé de la concession, elle termina l'appel avec un sourire, imaginant la réaction d'Hush lorsqu'il réaliserait que tout était arrangé. En retournant à son bureau, ses pensées dérivèrent vers l'absence d'enfant qui planait sur son mariage. Elle avait essayé de ne pas la laisser la définir,
mais les attentes de la société en faisaient un courant sous-jacent constant. Les membres de sa famille y faisaient allusion, les amis s'enquéraient, et même de simples connaissances disaient parfois « Quand allez-vous faire du chien-père ?» Suzanne avait subi des tests de fertilité, consulté des médecins et des pasteurs, essayé des changements de mode de vie. Pourtant, rien n'avait fonctionné jusqu'à présent. Un mélange de désir et de chagrin s'était tranquillement cimenté dans sa vie quotidienne. Peut-être que la seule consolation était de déverser ses instincts maternels dans leur maison et le bien-être d'Huche. En fin d'après-midi, elle termina son travail, ressentant un mélange d'espoir et d'hésitation. Elle voulait rentrer tôt pour voir si Huche avait pris son congé pour profiter de sa nouvelle voiture, mais une partie d'elle craignait qu'il ne soit toujours enseveli sous les réunions. Dans un bref moment de réflexion, elle se demanda si leur mariage perdait sa chaleur. Elle décida, cependant, de repousser les pensées négatives, les attribuant à des insécurités passagères. La voiture, raisonna-t-elle, serait une délicieuse surprise, et cela les rapprocherait sûrement. Elle était loin de se douter que le premier indice allait faire surface. Le signe subtil que ses plans soigneusement élaborés commençaient à dévier de ses attentes. Et ce signe, aussi anodin qu'il puisse paraître, allait planter la graine du soupçon dans son cœur. Le lendemain matin, le soleil fit son apparition à travers les stores de la fenêtre du bureau de Suzanne, projetant des bandes de lumière sur son bureau. Bien que ce fût un samedi, elle se retrouva à siroter du café et à parcourir quelques emails en attente. Soudain, le souvenir de l'appel de la concession refit surface. La voiture était censée être livrée, mais elle n'avait plus rien entendu. Sa curiosité piqua, elle décida de se rendre elle-même à la concession. Elle se changea rapidement pour une tenue décontractée mais élégante, un chemisier fluide et un pantalon en jean, et sortit en voiture, fredonnant à la radio pour calmer ses nerfs. Alors qu'elle naviguait sur les routes animées de Lagos, elle pensa à la façon dont Huche était parti tôt ce matin-là, affirmant qu'il devait rencontrer un client potentiel. Le souvenir de son adieu trop rapide se rejoua dans son esprit, rongeant son calme. En arrivant à la concession, elle salua l'employé familier, Tamawa, avec un sourire éclatant. Il avait été exceptionnellement serviable tout au long de son processus d'achat. Il la conduisit à son bureau, loin de la zone d'exposition principale où les nouveaux modèles scintillaient sous les lumières du plafond. « Je voulais juste confirmer le calendrier de livraison, » dit Suzanne, sa voix empreinte de curiosité polie. « Je pensais qu'elle arriverait chez nous dans la journée, mais je n'ai rien entendu. » « Une mise à jour ?» Tamawa la regarda, un instant de confusion sur son visage. « Oh, Madame Suzanne, elle a déjà été récupérée. Hier matin, en fait. J'avais l'impression que votre mari avait demandé à la prendre lui-même. Il avait tous les documents nécessaires, alors nous lui avons remis la voiture. » Le cœur de Suzanne rata un battement. « Récupérée, fit-elle écho, essayant de garder son calme. Mais, il n'est jamais rentré avec. » Tamawa haussa les épaules, l'air désolé. « Il est arrivé vers 9 h hier matin. Je me souviens car c'était une heure inhabituelle pour les enlèvements, mais il a dit que vous étiez tous les deux pressés de la voir. » Une vague d'émotion la submergea. Hier matin, Huche était parti de la maison, affirmant être débordé par ses tâches professionnelles. Avait-il vraiment récupéré la voiture? Si oui, où était-elle maintenant? Pourquoi ne la ramènerait-il pas à la maison ou n'en parlerait-il pas? Elle força un sourire éclatant, cachant sa confusion. Oui, c'est vrai. Merci. Peut-être y a-t-il un malentendu. Il n'y a pas de contrat de mariage. Protégez vos actifs. Suzanne le remercia, raccrocha et prit une respiration tremblante. Son mariage avait autrefois été une source de fierté et de sécurité. Maintenant, elle était empêtrée dans la collecte de preuves, des consultations juridiques et le chagrin. Une partie d'elle voulait lui claquer la porte au nez et lui crier dessus pour l'avoir trahi. Mais l'autre partie reconnaissait qu'une approche calme et calculée donnerait la position la plus forte pour ce qui allait suivre. Comme orchestrée par le destin, Amara elle-même ajouta involontairement aux preuves lors d'une soirée publique. Elle assista à une soirée de lancement glamour pour une nouvelle marque de mode et arriva dans la même voiture de luxe. Pour empirer les choses, elle se vanta ouvertement de son sponsor romantique, tout en posant pour les photographes. L'ami de Suzanne, Ifeoma, lui transmit une vidéo des réseaux sociaux dans laquelle Amara déclarait « Quand un homme vous aime vraiment, il investit en vous. » Cette voiture? Ce n'est que le début. Suzanne regarda le clip, l'estomac noué.
Elle se demanda si Amara soupçonnait que la voiture appartenait à une autre femme. Probablement pas, à en juger par son audace. Voir les images de cette voiture, un cadeau pour lequel elle avait économisé avec acharnement, maintenant utilisé comme une déclaration publique d'adultère, fit déclic chez Suzanne. Elle en avait assez d'absorber les insultes en silence. Cette nuit-là, lorsqu'Hush rentra finalement à la maison, il trouva Suzanne assise à la table, lisant quelques documents. Il s'arrêta dans l'entrée, incertain. Quelque chose dans son attitude dégageait de la tension. Il se racla la gorge et laissa tomber sa mallette près de la porte. Journée difficile au travail, s'aventura-t-il, essayant de paraître désinvolte. Suzanne le regarda par-dessus les documents. Elle ne dit rien pendant plusieurs instants, laissant le silence s'installer. Finalement, elle sourit froidement. Le travail est toujours le travail, répondit-elle, reportant son regard sur les papiers. Et toi? Il haussa les épaules, se déplaçant inconfortablement. Pareil. Un autre jour, un autre dollar. Elle lui offrit un verre d'eau, maintenant le semblant de tranquillité domestique. Il semblait méfiant, comme un homme qui sentait le danger mais ne pouvait en localiser la source. Finalement, il murmura quelque chose à propos de prendre une douche et se retira rapidement à l'étage. Suzanne le regarda disparaître, la tension dans son corps tendu. La confrontation viendrait, mais elle prévoyait d'en contrôler le moment. Dans les jours qui suivirent, Amara dévoila involontairement encore plus de leur liaison au grand public. Lors d'une fête d'anniversaire d'un ami, elle fit une confession éméchée à une connaissance mutuelle selon laquelle Hush prévoyait de quitter sa femme après avoir décroché un gros contrat à Abuja. La connaissance, mi-choquée, mi-ravie par les ragots, partagea l'histoire. Elle finit par parvenir à Suzanne. Les détails étaient cohérents avec le puzzle qu'elle avait déjà assemblé. Hush et Amara planifiaient audacieusement un avenir tout en piétinant la sainteté de son mariage. Suzanne eut l'impression d'avoir été manipulée pour croire à un mensonge pendant des mois. Chaque preuve attisait sa colère, mais plus important encore, elle renforçait sa détermination. Si Hush croyait pouvoir l'écraser sous le poids de la trahison, il se trompait. Son esprit traça les étapes, finalisant toutes les preuves, contactant son avocat, découvrant comment sécuriser ses intérêts financiers. Elle attendrait qu'Hush revienne de son prochain soi-disant voyage d'affaires, puis, calmement, mais définitivement, mettrait fin à cette tromperie. Par un samedi matin sans nuages, Suzanne se réveilla tôt, vêtue d'un simple jean noir et d'une chemise blanche impeccable, et organisa soigneusement les preuves qu'elle avait rassemblées dans des dossiers étiquetés. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, elle avait rendez-vous avec son avocat dans quelques heures. L'anticipation lui traversait les veines, entremêlée au chagrin d'un mariage au bord de l'effondrement. Elle arriva au cabinet d'avocat, accueillie par le souffle frais de la climatisation et les sols polis qui claquaient sous ses talons. Son avocat, maître Adéquinle, la conduisit dans une salle de conférence privée où trônait une longue table en acajou. « Suzanne, commença-t-il doucement, j'ai lu les documents que vous m'avez envoyés par email. C'est assez substantiel. Des messages textes, des relevés financiers, même des photos d'eux ensemble à l'hôtel et au restaurant. Cela vous place en position de force si vous choisissez de demander le divorce. » Elle hocha la tête, avalant la boule dans sa gorge. « Je ne me précipite pas. Mais je dois être préparée, dit-elle, étalant les dossiers. Je veux aussi protéger la maison et les autres biens que nous possédons conjointement. J'ai été la principale source de financement pour beaucoup d'entre eux. » Maître Adéquinle la regarda avec empathie. Le Nigeria n'a pas de règle de communauté de biens simples comme certains pays occidentaux. Mais avec ce niveau de preuve, plus vos contributions financières documentées, vous avez de bonnes chances d'obtenir un règlement favorable. Il sera crucial d'avoir des documents officiels prouvant que vous avez payé la maison, le terrain, vos comptes joints, et bien sûr cette voiture. Suzanne laissa échapper un rire sans humour. La voiture, répéta-t-elle. Oui, nous ne devons pas oublier le catalyseur qui a déclenché tout ce désordre. Son avocat hésita. Vous savez, parfois les époux peuvent régler un différend privé sans passer par la justice. Mais d'après ce que vous m'avez dit, il semble que votre mari ne soit pas coopératif. Elle pinça les lèvres en une fine ligne. Je suis prête à me battre si nécessaire. Pourtant, je veux être stratégique. Pour l'instant, il ne sait pas que je suis au courant de l'affaire ni que j'ai rassemblé toutes ces preuves. Je compte l'affronter une fois que tout sera en ordre. Maître Adéquinle hocha la tête, son ton calme mais résolu.
Entendu. Mon conseil est le suivant. Ne le laissez pas soupçonner votre prochain mouvement. Gardez votre calme. Rassemblez tous les documents supplémentaires que vous pouvez trouver, en particulier les titres de propriété et les relevés bancaires. Plus vous aurez de preuves de votre participation financière, mieux ce sera. Le moment venu, nous déposerons la requête. Suzanne quitta la réunion ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. En rentrant chez elle, elle réfléchit à sa vie avec Huche. Des souvenirs de lui la surprenant avec un gâteau d'anniversaire modeste alors qu'il pouvait à peine s'offrir des courses, deux serrés autour d'une bougie dans leur petit appartement après que l'électricité ait été coupée. Ces jours semblaient appartenir à une autre vie. Les illusions s'étaient brisées, remplacées par la froide réalité de la trahison. Une fois rentrée, elle se dirigea directement vers le petit débarras adjacent au garage. Des piles de vieilles boîtes encombraient l'espace, étiquetées de mots griffonnés comme papier bancaire, reçus et vieux vêtements. Elle les fouilla, cherchant toute documentation qui pourrait renforcer son dossier. Relevés hypothécaires, titres fonciers, papiers de prêts commerciaux. Parfois, elle s'arrêtait pour essuyer des larmes ou la poussière qui lui chatouillait le nez. Chaque vieux morceau de papier racontait un fragment de leur histoire financière, une histoire qu'elle devait maintenant réécrire à ses propres conditions. Au cours des jours suivants, elle remboursa discrètement quelques dettes mineures liées à l'entreprise d'Huche, s'assurant que ses dossiers reflétaient ses contributions importantes. Elle transféra également ses économies personnelles sur un nouveau compte auquel elle seule pouvait accéder. Cela lui faisait mal d'être si prudente, mais les rumeurs qui circulaient et les preuves de la duplicité d'Huche exigeaient qu'elle se protège. Finalement, elle appela le détective qu'elle avait consulté plus tôt, lui demandant s'il y avait des nouvelles. Il rapporta qu'Huche et Amara avaient été vus dans une boutique haut de gamme, faisant apparemment un gros achat. Il avait également identifié la plaque d'immatriculation de la voiture en question comme étant enregistrée au nom d'Huche, malgré l'achat officiel de Suzanne. Elle serra la mâchoire à cette nouvelle. Cette voiture était légitimement sienne, mais Huche l'avait enregistrée uniquement sous son nom, un autre maillon dans la chaîne de la tromperie. Se préparant, elle réalisa qu'elle était prête pour l'étape suivante. Il était temps de faire tomber le rideau sur la performance d'Huche. Elle commença à rédiger une lettre qui reprenait formellement la voiture, étayée par la preuve de propriété. Une fois qu'elle serait correctement déposée par son avocat, ni Huche ni Amara ne pourraient légalement la revendiquer comme la leur. Elle imagina le choc sur le visage d'Amara, le coup blessant porté à l'ego d'Huche. Cette nuit-là, elle s'assit devant la coiffeuse de sa chambre, fixant son reflet. Des cernes sombres entouraient ses yeux par manque de sommeil, et le stress gravait de fines lignes sur son front. Prenant une respiration régulière, elle se dit que son plan ne visait pas seulement la vengeance, mais aussi l'autopréservation. Elle avait trop donné à ce mariage, sacrifié trop de rêves, pour être réduite à une note de bas de page dans l'histoire du succès d'Huche. Non, elle serait l'auteur de son propre destin. Elle en avait assez d'attendre des miettes d'honnêteté ou d'affection. Demain, elle l'affronterait, armée des preuves, et réclamerait ce qui lui appartenait légitimement. Et alors qu'elle fermait les yeux, un sentiment de calme l'envahit finalement, une certitude tranquille que, quelle que soit la douleur des conséquences, elle prenait les mesures nécessaires pour reprendre sa vie en main. Le cœur de Suzanne battait la chamade le soir où Huche rentra à la maison. Elle avait préparé un dîner modeste au poisson en sauce, riz et légumes sautés au bien que son appétit fut presque nul. Malgré sa tempête intérieure, elle garda une expression neutre, réussissant même à esquisser un sourire accueillant alors qu'il franchissait la porte. « Tu es là » dit-elle simplement, posant une cuillère de service. « Viens, mangeons. » Il s'arrêta, la regardant avec méfiance. Peut-être percevait-il quelque chose de différent dans son attitude. Son calme avait un subtil tranchant, comme le silence avant un orage. Néanmoins, il retira ses chaussures et la suivit dans la salle à manger. Le cliquetis des couverts ponctua le silence alors qu'ils échangeaient des banalités. L'humidité, la nouvelle clôture du voisin, une récente nouvelle sur le prix du carburant. Mais l'esprit de Suzanne s'emballait. Elle attendait le moment parfait pour frapper, pour lâcher la bombe qu'elle avait si méticuleusement préparée. Après qu'il eut terminé son repas, elle plaça 2 verres à vin sur la table, remplissant chacun d'un liquide rouge foncé. « Trinquons » suggéra-t-elle, levant son verre. « Ah, la transparence !» Huche fronça les sourcils. La confusion sillonnait son front. « La transparence ?» Elle cliqueta son verre contre le sien, puis prit une petite gorgée. « Oui,
répondit-elle, c'est important dans toute relation. Tu ne crois pas? Ses yeux se détournèrent avec malaise. Bien sûr, dit-il, forçant un sourire crispé. Suzanne posa soigneusement son verre et tendit la main vers un dossier en papier qu'elle avait placé sur l'enfilade. Elle le tint doucement, comme s'il contenait des trésors fragiles. En vérité, il contenait les éclats de leur mariage. J'ai vécu une expérience intéressante lors de mon événement caritatif, commença-t-elle, sa voix glaciale. Une femme est arrivée dans une voiture qui ressemblait étrangement à celle que je t'ai achetée. Le visage d'Hugues pâlit instantanément. Il se racla la gorge. Oh! Ça doit être une coïncidence. Elle hocha la tête lentement, son regard ne le quittant jamais. Une coïncidence que son nom soit Amara, qu'elle ait dit que son homme le lui avait acheté, et qu'elle semblait en savoir beaucoup sur toi quand je l'ai entendu parler aux invités. Il déglutit. Ce n'est pas ce que tu penses, Suzanne. Elle glissa le dossier sur la table. Avant que tu n'insultes davantage mon intelligence, je veux que tu regardes ça. Vas-y. C'est la preuve. Reçu d'hôtel, note de restaurant, photographie, message texte. Ça ne sert à rien de mentir. Ses yeux se portèrent vers le dossier, l'effroi gravé sur ses traits. Où as-tu trouvé tout ça? Je suis minutieuse, répondit-elle. Sa voix devenant d'acier. Surtout quand je sens que quelque chose ne va pas dans mon mariage. Il tâtonna pour ouvrir le dossier, en parcourant le contenu, puis le referma brusquement, comme si la preuve accablante pouvait disparaître s'il ne la regardait pas. Des perles de sueur se formèrent sur son front. Suzanne, je suis désolé, dit-il finalement, la voix tremblante. Ça a dégénéré. Je n'ai jamais voulu. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire incrédule. Jamais voulu? Tu as utilisé notre argent, l'argent que j'ai gagné en travaillant des heures supplémentaires, pour acheter des cadeaux somptueux et payer des escapades secrètes. Et tu as utilisé mon cadeau d'anniversaire comme un jouet pour ta maîtresse. Dis-moi encore une fois que tu n'as jamais voulu que cela arrive. Il baissa la tête, incapable de croiser son regard. J'ai été stupide. Égoïste. J'aurais dû y mettre fin il y a longtemps. Elle secoua la tête. Tu n'aurais jamais dû commencer. Mais ce n'est plus le sujet maintenant. Je veux que tu comprennes ce qui va se passer ensuite. Un éclair de peur traversa son visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle ouvrit un deuxième dossier, révélant des documents de son avocat. J'ai lancé le processus pour reprendre possession de la voiture. Elle a été achetée en mon nom, avec mes fonds, et j'y ai tout droit légal. Tu l'as frauduleusement enregistrée à ton nom, et c'est une raison pour une action en justice. Il passa une main tremblante sur son visage. Suzanne, s'il te plaît. Réglons ça en privé. Je peux arranger les choses. Je te rendrai la voiture, tout ce que tu veux. Juste, ne me détruis pas. Ma réputation. Mon entreprise. Son regard se durcit. Ta réputation, répéta-t-elle, la colère montant. Et ma réputation, à regarder une autre femme afficher mes cadeaux lors de mon événement caritatif? Et mon cœur? Les sacrifices que j'ai faits pour toi? Tu n'as pas pensé à tout ça, n'est-ce pas? Il commença à balbutier des excuses, tendant la main pour toucher son bras. Mais elle se rétracta brusquement de sa main, comme si elle la brûlait. Ne fais pas ça, prévint-elle, sa voix tremblante de fureur contenue. N'ose pas me toucher avec ces mains qui l'ont étreinte. Le silence pesait lourdement dans la pièce. Finalement, rassemblant son sang-froid, Suzanne se racla la gorge. Je demande le divorce, déclara-t-elle, son ton définitif. Mon avocat a exposé les termes, qui seront assez généreux compte tenu de tes actions. Mais je ne me laisserai pas piétiner. Je reprends ce qui est légitimement à moi. Les yeux d'Hugues s'écarquillèrent d'alarme. Le divorce? Tu n'es pas sérieuse. Elle ne prit pas la peine de répondre. Au lieu de cela, elle se leva de la table, lissant son chemisier. J'ai préparé une chambre d'amis pour toi ce soir, dit-elle froidement. Mets-toi à l'aise, mais je veux que tu sois sorti de cette maison d'ici la fin de la semaine. Des larmes lui piquèrent les yeux, mais elle refusa de pleurer. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Rassemblant les dossiers, elle se retourna et sortit de la salle à manger,
le laissant aux prises avec la réalité de son ultimatum. Dans la solitude de sa chambre, elle s'effondra sur le lit, le souffle haché. La confrontation avait été aussi éprouvante qu'elle l'imaginait, pourtant, sous le tumulte, un étrange sentiment de soulagement vacilla. La tromperie était maintenant révélée. Plus de demi-vérité ni de soupçons croissants. Elle avait tout mis à nu, et le chemin à venir, bien qu'incertain, était un chemin qu'elle marcherait la tête haute. Les nouvelles circulèrent rapidement. Le jour après la confrontation de Suzanne avec Huche, son avocat a lancé le processus de reprise de la voiture de luxe. Des documents légaux ont été rédigés, et en milieu de semaine, une ordonnance du tribunal a été signifiée à la fois à Huche et à Amara, exigeant la restitution immédiate du véhicule à sa propriétaire légitime, Suzanne. Amara a appris la reprise de la voiture de la manière la plus humiliante possible. Un groupe de fonctionnaires du tribunal, accompagné de policiers locaux, est arrivé chez son amie, où elle exhibait fièrement sa voiture, et lui a ordonné de remettre les clés. Confuse et furieuse, elle a tenté d'argumenter que la voiture appartenait à son petit ami, qu'il avait achetée avec son propre argent. Mais confrontée aux documents officiels, aux reçus et aux relevés bancaires qui prouvaient le contraire, ses protestations sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Une foule s'est rassemblée dans la rue, attirée par le spectacle d'une femme défendant une voiture qui, apparemment, n'avait jamais été la sienne au départ. Des téléphones ont cliqué et des mots ont capturé des vidéos et des photos qui allaient bientôt inonder les réseaux sociaux. Sous le regard sévère de l'examen public, la bravade d'Amara s'est effondrée. Un fonctionnaire a lu à haute voix les documents du tribunal, ce véhicule a été acheté par Madame Suzanne, et est par conséquent considéré comme sa propriété. Monsieur Huche n'est pas autorisé à l'enregistrer ou à transférer la propriété sans son consentement écrit. Amara ne pouvait que regarder alors que les hommes s'éloignaient avec ce qu'elle considérait comme son symbole de statut le plus précieux. Les voisins et les badauds murmuraient, certains compatissants, mais la plupart jugeant, spéculant sur la façon dont elle s'était retrouvée dans cette situation embarrassante. Elle bouillonnait, les joues brûlantes de honte. Saisissant son téléphone, elle composa le numéro d'Huche à plusieurs reprises, mais les appels restèrent sans réponse. Dans la panique, elle lui envoya des messages textes frénétiques. « Où es-tu ? La voiture est partie. Ils l'ont reprise. Huche, réponds-moi. Je suis tellement gêné. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on parle maintenant. » Mais Huche, aux prises avec sa propre crise, avait mis son téléphone sur silencieux. Non seulement il risquait d'être expulsé de la maison qu'il partageait autrefois avec Suzanne, mais il avait également découvert qu'elle réclamait un règlement financier agressif dans le divorce imminent. Ses finances, soigneusement équilibrées entre sa véritable entreprise et les illusions qu'il tissait pour Amara, menaçaient de s'effondrer sous examen légal. Désespérée de limiter les dégâts, Amara se rendit à un événement social organisé par un ami commun, l'un des mêmes cercles où elle avait autrefois exhibé sa nouvelle voiture sans vergogne. Cette fois, elle arriva sans le véhicule étincelant, essayant de maintenir une façade de confiance. Mais dès qu'elle franchit les portes, des conversations étouffées remplirent la pièce. Tout le monde avait entendu les ragots. Le cadeau d'Amara avait été repris, révélant que la femme d'Huche était la véritable bienfaitrice. Les yeux qui admiraient autrefois le style d'Amara et sa richesse présumée la regardaient maintenant avec pitié ou mépris. Elle entendit quelqu'un murmurer, « C'est la maîtresse qui a exhibé le cadeau d'anniversaire d'une autre femme. » Le culot, se montrait en public à nouveau après cette humiliation. Son visage brûlait alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule, essayant de garder la tête haute. Finalement, elle aperçut un ami familier, Tokay, et se précipita vers elle, espérant une oreille compatissante. La réaction de Tokay fut plus froide que ce à quoi elle s'attendait. « Amara, dit Tokay, les bras croisés. J'ai entendu les rumeurs. C'est vrai ? La voiture n'a jamais été la tienne ? » Amara tenta d'en rire, mais le son était tremblant. Huche m'a assuré qu'il était à lui de donner, rétorqua-t-elle, ses yeux clignant de colère. Il m'a aussi menti. Je suis autant une victime que n'importe qui d'autre. Tokay la regarda avec scepticisme. En es-tu sûr ? Tu t'es beaucoup vanté quand tu avais la voiture, racontant à tout le monde comment ton homme te gâtait. Maintenant, il semble que tu te vantais avec l'argent d'une autre femme. Rouge de honte, Amara recula. La panique la rongeait. C'était un côté de l'humiliation publique qu'elle n'avait jamais cru devoir vivre. Elle était fière de son statut social, portant toujours les dernières créations de designer,
sortant de véhicules de luxe et laissant entendre des vacances somptueuses. Maintenant, cette image était brisée. Elle réalisa à quel point son avenir inévitable avec Hush avait toujours été fragile. À la fin de la soirée, elle reçut un mot d'un ami l'informant qu'Hush avait évité ses appels parce qu'il s'efforçait de sauver son entreprise des répercussions légales potentielles. Certains fournisseurs menaçaient de se retirer des accords s'il était impliqué dans un divorce compliqué qui pourrait geler ses actifs. Sa propre famille avait eu vent de son affaire et exprimé sa désapprobation, le prévenant qu'il était sur le point de perdre tout ce pour quoi il avait travaillé. Amara se sentait acculée, humiliée et seule. Même en essayant de se consoler en fouillant dans son placard rempli de vêtements fantaisistes, elle réalisa qu'aucune de ces choses n'importait si elle manquait de la dignité fondamentale de la confiance et de la sécurité. Elle s'effondra sur son lit ce soir-là, des larmes tachant son maquillage. Elle avait cru gravir l'échelle sociale grâce à la richesse et à l'influence d'Hush. Au lieu de cela, elle découvrit que tout n'était qu'une illusion soigneusement orchestrée. Une illusion financée par la générosité d'une autre femme et éclipsée par une promesse de mariage qu'Hush avait commodément ignorée. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle réfléchit à la rapidité avec laquelle les fortunes pouvaient changer. En quelques jours seulement, elle était passée de la maîtresse triomphante avec une voiture glamour à une histoire du bris. Et avec Hush en mode crise, elle n'avait plus d'illusions sur leur soi-disant avenir inévitable. C'était un avenir construit sur du sable mouvant, s'enfonçant rapidement sous le poids du scandale public et des ennuis judiciaires. À l'intérieur de ce qui était autrefois sa propre maison, résonnant maintenant de vide, Hush faisait les 100 pas dans le salon. Des cartons de ses affaires étaient empilés près de l'entrée, un témoignage silencieux des changements qui balayaient sa vie. L'ultimatum de Suzanne résonnait dans son esprit, « Je veux que tu sois parti d'ici la fin de la semaine ». Il essaya de l'appeler à plusieurs reprises, mais elle refusa de répondre. Elle s'était installée dans la chambre principale et avait verrouillé la porte, bloquant efficacement toute tentative de conversation. Busy, la gouvernante, évitait son regard quand elle le voyait, ne lui offrant que de brefs hochements de tête. Même le personnel pouvait sentir sa chute. Un tourbillon d'émotions convergeait en lui. Peur, culpabilité, et le plus surprenant de tout, une pointe de nostalgie pour la stabilité qu'il avait autrefois tenue pour acquise. Il réalisa, tardivement, que l'attrait d'Amara était basé sur la fantaisie, une évasion des routines matrimoniales quotidiennes. Mais face à la perspective de perdre sa maison, sa sécurité financière et le respect de ses pairs, il vit que ces illusions n'étaient que des étincelles éphémères à côté de la flamme durable de la dédicace de Suzanne. Quand il rattrapa finalement Suzanne dans le couloir, il tendit la main, le désespoir à vif dans la voix. « Suzanne, s'il te plaît, écoute-moi. » Elle s'arrêta, sa posture rigide et inflexible. « Qu'y a-t-il à dire ?» répondit-elle, les bras croisés de façon protectrice sur sa poitrine. « J'ai une réunion avec mon avocat demain pour finaliser notre procédure de divorce. Après tout ce que j'ai découvert, tes mots ne signifient plus rien pour moi. » Des larmes lui piquèrent les yeux. Il ne l'avait jamais vue aussi résolue, aussi distante. « Je suis désolé, » suffoqua-t-il, la voix tremblante. « J'ai fait une bêtise. Énorme. Je ne peux pas te perdre. Réglons ça. Nous avons construit tant de choses ensemble. » Elle fronça les sourcils. « Tu as construit ta deuxième vie avec une autre femme. Tu as jeté tout ce que nous avions. J'ai essayé. 10 ans, Hush. 10 ans, je t'ai soutenu à travers chaque obstacle, et c'est ainsi que tu me récompenses. » Il lui tendit la main, mais elle se retira brusquement. « S'il te plaît, » répéta-t-il, « je ne peux pas réparer le passé, mais je peux changer. J'ai été pris dans la folie, pensant que je voulais plus d'excitation ou quelque chose. Je ne veux pas perdre notre mariage. » Le rire de Suzanne était creux. « Notre mariage était fini dès l'instant où tu as laissé quelqu'un d'autre croire qu'elle avait droit à ce que je t'ai donné. Comprends-tu seulement ce que ça fait ? Savoir que tu l'as laissé exhiber mon travail acharné comme un trophée. » Sa tête pendait bas. « Je comprends si tu ne peux pas me pardonner maintenant, mais s'il te plaît, ne fais rien d'irréversible. » Elle soupira, la tristesse traversant son visage. « Tes actions ont déjà fait quelque chose d'irréversible. Je demande le divorce, et je ne m'attends pas à une dispute. J'ai suffisamment de preuves pour rendre cela douloureux pour toi si tu te bats contre moi. Je te suggère donc de te conformer. » Elle se détourna, montant à l'étage sans un mot de plus. Hush s'effondra contre le mur,
se couvrant le visage de ses mains. Par la fenêtre, il vit la silhouette de la voiture de luxe reprise, maintenant garée dans l'allée. Seulement cette fois, elle était clairement sous le contrôle de Suzanne. Une sombre ironie se tordit dans son estomac. Le symbole même de sa trahison était maintenant un témoignage du pouvoir et de l'indépendance de Suzanne. Ses ennuis se multiplièrent. Des fournisseurs appelèrent pour s'enquérir des rumeurs selon lesquelles la moitié de ses actifs pourraient être gelés en cas de litige de divorce. Un ami d'un de leurs partenariats d'investissement l'avertit que les clients se retiraient, craignant la publicité négative qui circulait autour de lui. Son téléphone vibrait incessamment, Amara lui envoyant des messages dans la panique, exigeant des explications et de l'aide. Il mit le téléphone en silencieux, incapable de rassembler l'énergie nécessaire pour s'adresser à elle. Alors que la réalité se rapprochait, il vit que ni sa femme ni sa maîtresse ne voulaient plus de lui. Ce soir-là, il fit ses bagages restants dans des valises et partit discrètement, incertain de où aller. Un ami lui avait offert un canapé pour dormir quelques nuits, mais il réalisa que même s'il trouvait un logement, il ne pouvait pas échapper à la vérité inéluctable qu'il avait gâché quelque chose d'irremplaçable. Dans les semaines qui suivirent, Suzanne connut un tourbillon de réunions juridiques, de règlements de biens et d'une attention médiatique incessante. Bien qu'elle ait gardé les détails privés autant que possible, la nouvelle se répandit inévitablement sur la façon dont elle avait repris la voiture à la maîtresse de son mari. Les groupes de défense des droits des femmes la louèrent pour sa détermination, et les journalistes demandèrent des interviews, présentant son histoire comme un exemple d'autonomisation féminine face à la trahison. Elle sortit de ces événements avec un règlement de divorce qui lui était largement favorable. Grâce à sa documentation approfondie de ses contributions financières et aux preuves accablantes de l'infidélité d'Husch, le tribunal trouva amplement matière à lui accorder une part importante de leurs actifs. Contrairement à la mélancolie qu'elle avait initialement crainte, elle se retrouva debout sur un terrain solide. Pendant ce temps, l'entreprise autrefois florissante d'Husch luttait sous le poids des partenariats perdus et d'une réputation ternie. Amara, bannie des cercles sociaux qu'elle courtisait autrefois, tenta de tourner la page, mais son nom était désormais synonyme de scandale. Dans un coup du sort, la maîtresse flamboyante se retrouva seule, Husch n'avait ni les moyens ni la volonté de poursuivre leurs escapades, et le contrat promis par son père ne se matérialisa jamais. Pour Suzanne, la voiture qui avait autrefois symbolisé un 10e anniversaire de mariage fut réutilisée comme un rappel de sa propre libération. Elle la conduisait parfois en ville, réfléchissant à la façon dont les aléas de la vie pouvaient transformer un objet de chagrin en un trophée de croissance personnelle. Elle envisagea même de la vendre, avec l'idée de faire don des recettes au projet de son association caritative. Mais pour l'instant, elle la gardait, la laissant servir de déclaration. Plus jamais elle ne serait tenue pour acquise. Son divorce étant finalisé, elle consacra son énergie renouvelée à l'expansion de son organisation caritative. Les dons montèrent en flèche après que son histoire eut fait la une des médias, et elle utilisa la lumière des projecteurs pour mettre en avant les questions d'autonomisation économique des femmes. Elle organisa des ateliers et des programmes de mentorat pour les femmes en quête d'indépendance financière, en particulier celles qui se remettaient de relations brisées ou de manipulations financières. Un matin, elle se tenait sur une scène devant une assemblée de femmes d'origines diverses, certaines riches, d'autres issues de régions défavorisées. Elle l'écoutait attentivement tandis qu'elle racontait son propre parcours, omettant soigneusement les détails salaces mais soulignant les leçons qu'elle avait apprises. « La trahison ne vous définit pas, dit-elle, sa voix forte et claire. Votre réponse le fait. J'ai laissé ma vie tourner autour des rêves d'une autre personne, mais quand il m'a trahi, j'ai réalisé que j'avais toujours ma propre force, mes propres ambitions. Ne sous-estimez pas votre pouvoir de créer, d'aller de l'avant, de reconstruire. » Les applaudissements qui suivirent furent comme une vague purificatrice, balayant les résidus de honte et d'amertume. Par la suite, elle fut entourée de participantes cherchant des conseils, exprimant leur gratitude et partageant leurs propres histoires de chagrin et de survie. Le sentiment d'unité et de but qu'elle ressentit dépassait tout ce qu'elle avait connu dans son mariage. C'était un nouveau commencement. Dans les mois à venir, les médias continuèrent de la saluer comme un symbole de résilience. Certains la surnommèrent la femme incassable, un surnom qu'elle accepta avec humilité. Elle prit également du temps pour elle, voyageant, assistant à des séminaires et redécouvrant des passe-temps qu'elle avait autrefois négligés. Lentement, elle réalisa que la vie après le divorce n'était pas seulement une possibilité, mais une réalité vibrante remplie d'opportunités qu'elle avait à peine envisagées. De retour en ville, Husch tenta de reconstruire sa vie de manière plus humble.
Il envoya occasionnellement des messages textes d'excuses à Suzanne, bien qu'elle réponde rarement. Elle l'avait pardonné dans son cœur, ne serait-ce que pour se libérer de la colère, mais elle n'avait aucun intérêt à se remettre ensemble. Quant à Amara, les apparitions étaient rares, et la rumeur disait qu'elle avait déménagé dans une autre ville pour échapper au ragot. Un après-midi, alors que Suzanne quittait une réunion avec un donateur potentiel, elle aperçut Hugues de l'autre côté de la rue. Il semblait plus mince, plus sobre. Leurs regards se croisèrent momentanément. Elle offrit un hochement de tête poli, puis se détourna. Elle ne ressentit aucune haine, juste un sentiment tranquille et profond de fermeture. Dans le calme de sa nouvelle maison, un appartement confortable qu'elle avait acheté dans un immeuble moderne de grande hauteur, elle trouva l'espace pour réfléchir à son prochain chapitre. Elle plaça des photos encadrées de son travail philanthropique le long du couloir, chaque cliché représentant une étape de résilience. Fini le temps où elle se définissait uniquement comme la femme d'Hugues, ou comme une femme sans enfant espérant un miracle. Désormais, elle était une philanthrope déterminée, une défenseuse des droits des femmes, et surtout, l'auteur de son propre destin. Certaines nuits, elle sortait sur son balcon, les lumières de la ville scintillant en contrebas, et ressentait un élan de fierté. Elle ne s'était pas effondrée sous la trahison, elle s'était élevée à son plus grand potentiel. Et à chaque pas en avant, elle honorait son passé, transformant la douleur en but et forgeant un avenir qui était indéniablement, sans excuse, le sien. Je suis content que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions connaître votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour la prochaine histoire.